L'or noir n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'actuellement faire son plein d'essence est devenu un véritable luxe. Alors que le gouvernement Ayrault annonce une baisse de 6 centimes à la pompe, cela ne réconforte rien les consommateurs. C'est trop élevé, c'est trop cher. Ça, oui. On limite nos déplacements, on ne peut plus se déplacer comme on veut. Je le vois à la fin du mois, j'en fais maintenant tous les 15 jours et c'est sûr que ça fait mal au portefeuille. Et les comptes ne sont pas encore prêts à revenir au beau fixe puisque le ministère des Outre-mer a annoncé le gel des prix du carburant. Les prix de septembre seront les mêmes qu'au mois d'août, à savoir 1,75 € pour le litre de sans-plomb et 1,58 € pour le gasoil. Un blocage en attendant l'application en Guyane des mesures prises par le gouvernement. Et pourtant, il faut savoir que la composition du prix de l'essence et du gasoil n'est pas la même entre la Guyane et la métropole. En vérité, le marché des produits pétroliers en France est un marché libre. En Guyane, le marché est administré, c'est donc l'administration qui fixe les prix. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 variables d'ajustement dans le cadre de la structure de prix. Les prix de sortie raffinerie Sahara ou les prix des taxes qui sont appliquées sur les carburants. C'est donc c'est donc 2 cas de figure différents qui s'appliquent sur un marché administré en Guyane et sur un marché libre en France. En Guyane, sur un litre de sans-plomb 1,75 €, presque 50% du prix correspond à la sortie de raffinerie. 40% correspondent aux taxes et les 10 dernières se partagent entre la marge des pétroliers et celle des gérants. Vous l'avez donc compris, le carburant est devenu un vrai problème de riches. Malgré la prochaine baisse des prix, sa perpétuelle ascension semble inéluctable. Le spectre de franchir la barre symbolique des 2 € semble désormais bien réel. Il y a longtemps que la France attendait cela, et plus encore, il y a longtemps que la Guyane avait besoin de cela. La série de concertations sur la refonte de l'éducation nationale a débuté cet après-midi au rectorat. Élus, professeurs, directeurs, tous sont venus débattre sur l'école de demain. On nous demande de faire remonter les suggestions, non pas de l'éducation, non pas de rectorat, mais les suggestions de la Guyane vers le ministère avant la fin septembre. Donc c'était notre volonté ici de dire, puisque le rectorat fonctionnait encore un peu cet été, que le recteur était présent en Guyane cet été, eh bien on a essayé de mettre en place les choses le plus rapidement possible pour être certain que la Guyane participe le mieux possible à cette concertation sur la refondation de l'école républicaine. Les spécificités guyanaises sont au cœur du débat. Langage, cultures diverses font la richesse de la région, mais compliquent l'application des règles nationales en matière d'éducation. Nous savons très bien que les maîtres ne sont pas forcément formés par rapport à cette réalité que nous connaissons tous, à savoir donc le multilingue, la question donc de la multiculturalité donc de la Guyane, et enfin l'autre aspect, c'est la question du rythme scolaire. On ne peut pas avoir le même rythme scolaire en métropole par rapport à la Guyane, sur le littoral par rapport donc à l'intérieur donc du territoire. Donc oui, je crois qu'il y a un système à créer, il y a un système à inventer, dans la mesure où aujourd'hui les résultats ne sont pas au rendez-vous. De nombreux espoirs reposent sur cette concertation dont la Guyane est l'un des premiers acteurs. Alors on ne sait si la concertation nationale va aboutir. Vous savez, il y a des contraintes qui ne dépendent pas de nous, mais en tout cas, je pense qu'on nous a donné l'opportunité de faire des propositions concrètes pour répondre aux besoins du territoire. Donc je pense que nous devons jouer le jeu et travailler, se mettre au travail pour pouvoir proposer des choses pour faire évoluer l'école en Guyane. Faire évoluer l'école, un grand chantier dont la préparation se jouera aussi à Saint-Laurent, vendredi 31 août. Adieu vos vaches cochons. La Chambre d'agriculture a fermé ses portes depuis maintenant 2 semaines. C'est le président de la Chambre d'agriculture qui a décidé de lui-même de tout suspendre. C'est inadmissible pour la profession tout entière qu'une seule personne décide de fermer une institution consulaire. J'ai pris la décision de fermer la Chambre d'agriculture, chose peut-être grave mais peut-être exceptionnelle aussi. C'est inadmissible. Il faut pouvoir répondre aux besoins des professionnels à tout moment. Et il faut également que l'établissement de l'élevage, le DE, soit fonctionnel pour tout ce qui est déclaration de naissance, d'entrée, sortie sur les exploitations du bétail. C'est comme a sorti un arrêté préfectoral depuis le mois de février. Cet arrêté préfectoral ne permet que de payer que les salaires. Alors, on ne peut pas payer une charge patronale, on ne peut pas payer une charge salariale. La faute à des fonds insuffisants pour fonctionner, une raison bien insuffisante
pour nos agriculteurs. Les premières conséquences qui sont les plus graves, c'est ce que je vous disais, donc c'est sur l'établissement de l'élevage, sur les déclarations d'entrée et de sortie de bétail des exploitations. Donc notamment quand il y a des naissances, quand il y a des mises à l'abattoir, on est censé communiquer ça quasiment dans le jour qui suit, ou même si c'est avant à l'établissement de l'élevage. Des risques sanitaires, mais pas seulement. Les conséquences de la fermeture de l'institution consulaire concernent également l'immatriculation des entreprises agricoles. Le CFE concernant l'agriculture se situe également à la Chambre d'agriculture. L'accompagnement technique, on ne peut pas dire que ce soit très grave, puisque ça fait des années, ça fait 5 ans qu'on n'a pas d'accompagnement technique de la Chambre d'agriculture sur le terrain, donc ça ne fera que continuer. On a un arrêté préfectoral, peut-être qu'il n'est pas suffisant. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est que le directeur de l'agriculture s'est attaché à rencontrer les collectivités, a fait le point avec le préfet et tout pour débloquer les fonds. C'est en cours. C'est pas encore acté, en tout cas au niveau de la région c'est acté, au niveau de l'État c'est acté. Il manque la décision du Conseil général, ça va certainement être acté. Moi je pense que Monsieur Tianlong va faire le nécessaire, sauf qu'il y a un peu de délai administratif non compressible et qu'il faut attendre. Ce n'était pas une raison pour fermer la Chambre d'agriculture. Fermés pour travaux, nombreux sont ceux qui sont déçus devant le panneau du Conseil général. À Montravel, pour les 6 mois à venir, c'en est fini des après-midi détente. Mais c'est embêtant en fait. Pour les gens qui sont habitués d'aller, donc c'est chaud. Ils restent devant comme ça, il n'y a pas de vent. En fait, c'est l'habitude en fait. Tout le monde y va là. Mais pour se poser, passer du bon temps, avec des amis et tout. Ça m'embête un petit peu parce qu'ils ferment en plein mois d'août comme ça, sans dire sans passer des informations quelconques à la télé pour dire que le site est fermé. Donc moi je trouve ça assez embêtant que ce site-là soit fermé. La barrière a été posée lundi pour interdire l'accès au site, raison invoquée par le Conseil général, des travaux d'urgence pour la remise aux normes des aménagements détériorés par des vandales, l'occasion pour le département de faire évoluer le site. Aujourd'hui, le site est victime de son succès, puisqu'il est extrêmement surfréquenté durant les vacances ainsi que les week-ends, et il est victime de vandalisme et de dégradation. Donc c'est pour ça que le président du Conseil général a pris la décision de fermer le site au public pour pouvoir réaliser des travaux de réparation et lancer des études concernant la sécurité des arbres et les études hydrogéologiques. En parallèle de cette fermeture, les services également travaillent sur un projet d'aménagement global et toutes les études et le projet vont permettre de réouvrir le site, on espère dans à peu près 6 mois, quand les travaux seront terminés, et donc permettre d'ouvrir le site avec toute la sécurité qu'il faut pour le public. Les derniers aménagements avaient été réalisés en 1997. Aujourd'hui, le site de Montravel peut espérer un petit coup de jeune, mais pas sans peine, la barrière de sécurité installée lundi aurait déjà été forcée. Vendredi dernier, Camopi a accueilli de nombreux visiteurs pour sa fête communale qui s'est poursuivie jusqu'au dimanche soir, très tard dans la nuit. Au programme, hormis le traditionnel tournoi de football masculin et féminin, des jeux issus de la tradition locale ont réuni petits et grands. Le grimpé de poteau, enduit d'huile, est un exemple. En plus du concours de pêche, du tir à l'arc et celui du plus rapide buveur de Kachiri, les spectateurs ont pu assister au triathlon avec de la nage, de la course à pied et une course de pirogue. La nuit, les spectacles se sont succédés entre modernité et tradition.
puis la grande nouveauté de cette fête a connu un véritable succès, l'élection de Mister Camopi et bien entendu celle de Miss Camopi. Et puis chacun aussi. Non, juste mettre à côté. Ouais, voilà. Bisous. Puis la photo de souvenir, madame. Mettez-vous à côté. Merci de la photo de matin. Merci monsieur le maire. Miss Camopi 2012-2013, j'appelle Cindy Monerville. Tu te mets au milieu de tes deux dauphines. Non mais, tu n'es pas futur chaman, non? Non? Tu n'as pas un cabinet de voyante? La fête s'est poursuivie avec la danse traditionnelle Teko Makan, suivie du bal qui a rassemblé toutes les générations. Vous êtes à la télévision, souriez s'il vous plaît, vous êtes filmés, tout le monde